15 août, le 8 mai, avec nos propres véhicules, les Jeeps, et différentes aussi animations en centre-ville d'Agde, comme Agde au fil du temps. Les photos que vous voyez juste en centre-ville pour Agde au fil du temps. On avait réalisé un camp militaire américain avec différents véhicules et aussi différentes expositions au Moulin des Évêques à Agde. Et l'association aussi participe à différentes mises en valeur, parce que ça fait partie des buts aussi de l'association, de certains sites de la Seconde Guerre mondiale sur Agde, dont le site de la Genouillade, où a été mis en valeur certaines fortifications. L'association a eu l'idée de mettre en valeur un bunker. Pourquoi celui-ci? Parce que c'était par rapport à la superficie et la disposition des pièces, pour pouvoir organiser différentes expositions. Donc les premières démarches ont été réalisées en 2015 et l'ouverture donc a été faite en 2015. En dessous, vous trouverez une des commémorations que nous avons réalisées et donc la présentation lors de cette commémoration le 15 août de mon livre, ce qui s'appelle Agde sur l'occupation allemande. Et on parle aussi, la presse parle aussi de nous sur différents supports, comme supports informatiques, comme sur Eurotribune, ou différents articles qui sont sortis sur le Midi Libre, vous voyez en haut, ou l'Agatois, différents hebdomadaires. Donc la réouverture s'est faite. Donc on peut voir les premières photos de l'ouverture. On me voit en train d'ouvrir l'équerron qui a été muré pour les zones de sécurité par la municipalité. En dessous, les photos, les premiers travaux de dégagement des gravats à l'intérieur du bunker. Et ensuite, les différentes trouvailles. Parce que nous avons trouvé énormément de matériel d'époque, minime, mais enfin, du moins, c'est des petits objets, mais du moins très intéressants, comme des aiguilles, des contenants, des pommades, qui illustrent bien le bunker. C'est parce que c'est du matériel médical, parce qu'on est dans un bunker ici médical. Et après, jusqu'au nettoyage. Après les ensablements du bunker, il a fallu un gros nettoyage à l'eau. Et après, on est passé à la réfection des sols en changeant certaines dalles qui étaient cassées et certains pavés. Après, nous avons passé à la restauration de divers marches, de la toiture pour l'isolation, et on a réinstallé des portes d'époque à l'intérieur, conformes à ce qui était à l'époque, et ainsi que l'électricité. Après, il a fallu gratter les plafonds, mettre l'anti-rouille, la rouille, c'était un gros travail. C'était un des plus gros travail de l'association. C'était les plafonds, énorme travail. Après la réouverture du Tobruk, c'est la partie défensive extérieure du bunker, comme on voit ici. Ici, c'est l'entrée du Tobruk. Les gravats, l'ouverture en haut, on voit ici ouvert. La pose des grilles pour les sécurités. Installation de la Croix-Rouge, comme c'était à l'époque. Différents marquages et de la tuyauterie pour l'eau chaude du bunker. L'infirmerie était composée de 9 pièces, dont une dixième, le Tobruk, la partie défensive du bunker. Voilà. Donc vous avez fait un livre de ça? Tout à fait. C'est ces recherches que j'ai réalisées et qui a duré à peu près 7 ans pour écrire mon premier livre sur ce sujet-là. Donc ces photos que vous voyez actuellement, c'est des photos que j'ai allé chercher en Allemagne à la Wiener Archive. Les véhicules du Cap, maintenant ça a été repris, ça s'appelle le Cap Rétro. C'est véhicules anciens et on a mis
en même temps, on a mis le côté culturel. Voilà, donc nous, on participe aussi à cette initiative, donc on est ouvert pour ces 2 journées. Ah bah, on va commencer par là. Alors donc, c'est les défenses tamarissières qui regroupaient 2 batteries. Chaque batterie était composée d'une vingtaine de bunkers. Donc on peut voir ici le bunker 638 où vous êtes actuellement. Différentes typologies de bunkers pour la défense, pour l'armement, pour abriter aussi les soldats, la cuisine. Et donc nous, le bunker se trouve en 3e ligne, c'est-à-dire qu'il n'était pas sur la première ligne, sur la défense même de la plage. Des premiers engins d'incendie de l'époque, s'appelle une pompe à bras. Celle-ci est de 1926. Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme il y avait une pénurie d'essence, on a fait appel encore à notre ancien matériel de l'époque et on prenait les pompes à bras. Il y avait 2 sortes de pompes à bras. Il y avait les hippomobiles tirées par des chevaux et celle-ci, plus commune, où elle était tirée à bras d'homme. Pour la mettre en œuvre, il fallait au moins être 9. Il y a des bras de rallonge pour être 4 pompiers d'un côté, 4 pompiers de l'autre et forcément le porte-lance. Pour qu'elle fonctionne, obligatoirement, il faut de l'eau. Alors, cette pompe à bras était livrée avec des seaux. Ce sont des seaux de pompe à bras, la matière est en lin. On peut observer qu'il y a des cordelettes en dessous pour pouvoir glisser les doigts et pour pouvoir déverser de l'eau dans le corps de pompe. Et pour cela, il fallait que les gens aident, on appelait ça une chaîne humaine se créer. On se saisissait de la trentaine de seaux qui étaient à disposition de la pompe et on allait chercher l'eau dans un port, un puits, un ruisseau, une fontaine. Et une chaîne humaine montante se crée aussi et on déversait l'eau dans le corps de pompe. Et tant que le corps de pompe est immergé, on peut projeter de l'eau avec une certaine barre, on va parler de barre, pour éteindre les incendies. Dans ce seau, je l'ai immergé pour vous montrer un petit peu ce que devient le lin. Le lin, c'est une matière qui devient étanche et ce seau qui est tout souple devient un vrai seau. Une fois qu'il est mouillé, il garde sa rigidité et son étanchéité. Et grâce à cela, on a mené l'eau jusqu'au corps de pompe. Donc cet extincteur est de 1941. On voit bien que c'est un extincteur, mais on peut se poser la question, comment sort l'eau, puisqu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, comment pouvait servir cet extincteur? En fait, c'est tout simple. L'extincteur n'est pas dangereux. On pouvait enlever le dessus de l'extincteur. Il ne se passe rien puisqu'il n'y a pas de pression. Et à l'intérieur de l'extincteur, il y a un autre corps
où on mettait à l'intérieur des pastilles qui devenaient gazeuses au contact de l'eau. Donc on remplissait le corps de l'extincteur d'eau. Une fois qu'on avait mis les pastilles, on replaçait le corps à l'intérieur et jusqu'à là, il ne se passait rien. On pouvait refermer sans danger. Et à partir du moment où on renversait l'extincteur, la pastille rentrait en contact avec l'eau et se créait un gaz. Et puis là, il y a une poignée et on allait éteindre les incendies parce qu'il se faisait un mélange gazeux qui sortait de l'extincteur. Et il s'est créé la défense passive. La défense passive, c'était des infirmiers, des infirmières, des docteurs et des pompiers secouristes qui avaient un brassard sur le bras où il a été écrit défense passive et ils avaient dans la poche un papier de la commandanture parce qu'il était facile de falsifier ce genre de brassard. Et en fait, pour identifier les secouristes, c'était les seuls qui pouvaient sortir après le couvre-feu. On est bien d'accord que pendant les bombardements, on atteignait les bâtiments publics et ce qui faisait des blessés. Donc ces gens-là allaient aider le peuple à travers des incendies. C'est pour ça qu'on utilisait les pompes à bras et seuls pouvaient sortir après le couvre-feu. Les casques, on voit bien, si on voit mes collègues en face où leurs casques sont kaki, ce sont des modèles 26. En fait, ce casque-là et ce casque-là, à la base, ce ne sont pas des vrais casques de pompiers, puisque celui-ci a été peint pour différencier les secouristes et celui-ci a été nickelé. Et on voit bien que le nickel n'a pas tenu parce que ce sont des surplus. C'est un modèle 1926, des surplus de l'armée de terre qu'on a transformés en pompiers jusqu'à ce que l'apparition arrive des modèles 1933 où le signet est bien plus prononcé et la grenade est au centre. Donc ces secouristes étaient équipés de masques à gaz parce que vu les bombardements, on avait des risques de surprise de gaz et pour qu'enfin ces secouristes soient en sécurité, ils avaient des masques à gaz pour pouvoir intervenir dans des milieux toxiques.